on y va. Donc, bonjour à tous et bienvenue à l'Alliance française de Candie en ligne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir quelques professeurs de l'Alliance française qui ont eu la chance de suivre la formation BELC en ligne organisée par France Éducation Internationale en juillet 2021. Il s'agit de Madame Harini et de Madame Pournica. Merci à vous d'être parmi nous. Les universités belges sont des formations qui sont reconnues internationalement, à l'issue desquelles un certificat de stage est délivré. Ce sont des universités qui se déroulent en été et en hiver en France et dans le monde entier toute l'année. Ce sont des formations qui donnent la part belle aux techniques professionnelles les plus actuelles et qui favorisent les rencontres avec certains acteurs clés de la profession. L'université belge se veut un espace d'échange entre pairs et offre aux participants l'occasion de découvrir ou d'approfondir de nouvelles pratiques et de soutenir une évolution de carrière dynamique. Donc, en 2021, pour faire face à la crise Covid, France Éducation Internationale a créé ce qui s'appelle le BELC numérique, qui est une formation entièrement à distance, conçue pour tous les acteurs du français dans le monde et qui permet de bénéficier de parcours de formation professionnelle de qualité. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Sri Lanka ainsi que le réseau des alliances françaises ont joint leurs efforts pour ouvrir cette formation au plus grand nombre de professeurs qui travaillent dans le réseau. Et je profite donc de cette occasion pour remercier l'ambassade de son soutien. Le programme est pensé pour répondre aux différents contextes des participants en termes de fuseau horaire, d'accès en ligne et de rythme d'apprentissage. C'est un programme qui se présente comme une offre plurielle organisée selon différentes modalités au choix du participant. Comme vous allez voir lors des présentations qui vont suivre, ce qui est mis en avant, c'est la flexibilité. Les participants créent leur programme à la carte. Les parcours classe virtuelle étant les seuls parcours à avoir un créneau horaire déterminé. Et toute l'information sur les formations belges est disponible sur le site de France Éducation Internationale. On va mettre le lien dans les commentaires. Et j'ai repris en partie les mots de la présentation du site pour vous faire cette introduction. Donc, nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir deux professeurs de l'Alliance française de Candie, Mesdames Pournica et Harini, qui ont bénéficié de cette formation en 2021 et qui souhaitent partager leur retour de formation. L'objectif de ces retours de formation est en premier lieu celui d'un partage de connaissances entre enseignants. Donc, nous accueillons également d'autres membres de l'équipe de l'Alliance française aujourd'hui et merci d'être parmi nous. Vous aurez donc quelques conseils, des idées, des bonnes pratiques, un partage de bonnes pratiques. Et puis, on a aussi souhaité mettre en avant la qualité de la formation belge et donner envie aux professeurs qui n'ont pas encore bénéficié de cette formation de la suivre pour ajouter quelques cordes à leur arc. Merci encore chaleureusement aux professeurs, Mesdames Harini et Pournica, pour leur bonne volonté. Et je vous souhaite à tous une excellente session. Si vous êtes professeur et que vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant les formations qui sont dispensées à l'Alliance française de Candie ou en lien avec le réseau, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, merci beaucoup Sarah. Oui, pour cette petite introduction avec des points très importants. Donc, ok, alors bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à cette séance de retour sur les formations BELC numériques de cet été. Donc, je remercie Madame Pournica et Madame Harini d'avoir pris votre temps de préparer les petites présentations et après d'avoir accepté notre invitation pour partager votre connaissance liée avec ces formations.
Donc, elles ont beaucoup appris pendant les formations, elles ont plein de choses à vous raconter, mais on a essayé de filtrer un petit peu et de choisir les thèmes qui peuvent être intéressants pour tout le monde. OK? Donc, la séance se déroule en 2 temps. Donc, la première partie, ça va être avec Madame Purnika. Et après, la deuxième partie de la séance sera animée par Madame Harini. Ok, donc je m'arrête là et je passe la parole à Purnika. Donc, vers la fin de sa présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser vos questions. Donc, ok, alors oui, Purnika, alors raconte-nous ce que tu as appris pendant les formations Belk numériques d'été 2021. Ok, alors bonjour à tout le monde. Et alors, avant de commencer la présentation, j'aimerais bien remercier Zara et Shimara pour avoir tout organisé et nous donner cette occasion de partager tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a acquis. Alors, je commence à partager mon écran. Alors, ça, c'était un parcours classe virtuelle que j'ai suivi. Et le module que j'ai choisi, c'est enseigner le fleur aux adolescents de 12 à 17 ans. Et la période, c'était une semaine de 19 jusqu'à 23 juillet. Et tout d'abord, avant de continuer, j'aimerais aussi expliquer pourquoi j'ai choisi ce module à suivre. Parce que surtout à l'Alliance et même à l'école, je travaille très souvent avec les adolescents. Alors, le public ciblé pour moi, c'est très souvent les adolescents. Alors, j'avais l'impression qu'on ne sait pas, on a de l'expérience, mais parfois on se demande si on ne sait pas très bien notre public, alors on ne peut pas transmettre la connaissance qu'on a. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi ce module. Et je pense, j'ai l'impression qu'on a beaucoup. Il y avait plein de choses que j'ai appris. Et, comme Shemara a dit, je regrette, on n'aura pas assez de temps de partager tout, mais j'ai choisi de toute façon ce qui est important pour tout le monde. Alors, c'est vrai, certains d'entre nous, on travaille avec les adolescents et parfois avec les tout petits et les grands adolescents et les adultes, mais il y a certaines parties que j'aimerais partager avec vous. On peut les utiliser dans n'importe quelle salle de classe avec n'importe quel public. Ok, alors si je continue, voilà, alors ça c'est notre groupe. Ce sont des captures d'écran que le formateur qui s'appelle Monsieur Milou de Sofiane Benali. Voilà, alors lui, il nous a partagé tous ces écrans, des captures d'écran. Alors c'est très gentil de nous revoir, notre équipe. Et voilà, alors il y avait dizaines de stagiaires des pays différents, des nationalités différentes. Et il y avait des profs qui étaient de l'île Maurice, de l'Algérie et encore de Pologne. Voilà, alors il y avait, c'était très intéressant de partager tout ce qu'on a. Et alors, avant de continuer encore, j'aimerais bien expliquer les sentiments que j'avais au début. Alors, comme c'était un parcours en ligne, parcours virtuel, d'abord j'avais l'impression que ce serait un petit peu ennuyeux, voilà. Mais quand on a commencé, je pense que c'est grâce au formateur, je pense, il avait cette capacité d'arranger des activités où on avait la possibilité d'échanger, interagir. Voilà. Alors, on avait plein de choses à partager, des expériences à raconter, et enfin, c'était vraiment intéressant. Et alors, c'était une semaine, comme j'ai dit avant, et alors, il y avait 3 heures par jour, et à l'ensemble, c'était 15 heures de formation. Ok. Alors, tout d'abord, je ne prends pas beaucoup de temps pour parler de la définition de l'adolescence parce que
on le sait, on travaille avec les adolescents, alors très souvent on sait qui sont les adolescents. Alors on peut, selon l'Organisation mondiale de la santé, on peut définir, on peut identifier un adolescent comme une personne, un être humain qui est entre l'âge de 12 à 19 ans. Et ce qui est important avec les adolescents, on le dit que c'est une période de transition. Alors là, on voit le développement des changements physiques et aussi mentalement. Ça, c'est un résumé, je veux dire un bilan d'une activité qu'on a fait ensemble de notre groupe pour voir les caractéristiques ou encore les spécificités de ce public adolescent. Alors, de voir qui est un adolescent, tout simplement parce que nous, en étant les adultes, parfois, c'est difficile de voir qui est un adolescent. Alors, on a fait une activité en groupe et on a essayé de voir qu'est-ce qui est son univers et qu'est-ce qui est la transformation, parce que, comme j'ai dit avant, c'est une période qui change beaucoup, et son identité. Et alors, si j'explique très vite qu'est-ce que ça veut dire son univers, alors, qui est là dans son univers? Il a les amis, il est tenues, la musique, il aime surtout les jeux Internet, voilà, et les sports, et ils ont des cultures différentes parfois. Et si on parle de la transformation, on voit que les adolescents, ils ont le courage de dire ce qu'ils pensent et ils cherchent à provoquer. Et on voit parfois des adolescents qui posent beaucoup de questions, surtout de la vie, et même dans la salle de classe, on les voit, qu'il a plein de choses à interroger, à questionner. Et il aime la tenue changer et il aime imiter les autres. Et l'apparence physique, ça change très rapidement et ils sont très consciencieux de leur transformation, de leur apparence physique. Et concernant l'identité d'un adolescent, ce qui est très important pour nous, c'est qu'il est en train de construire son identité. Il est entre l'enfance et... Alors, il est en train de devenir un adulte. Alors, il est entre ces deux périodes de la vie. Alors, c'est pourquoi on peut dire qu'il est en train de construire son identité. Et alors, il a accès à l'autonomie, pas comme les petits, il a accès à l'autonomie et il commence à comparer avec les autres, surtout leur apparence physique, très souvent. Et on voit aussi qu'ils aiment changer ou qu'ils essaient très souvent de changer leur activité. Ils ne sont pas ils n'ont pas des objectifs spécifiques. Alors, ils changent très souvent, ils changent les activités, surtout les sports, tout ça. Voilà. Et encore, si je continue très vite, ils montrent l'esprit critique et les émotions. Et la manque d'acceptation, là aussi on voit avec les adolescents, et parfois le besoin de valoriser ce savoir, de dire que je sais, ça c'est très simple, moi je le sais, mais vous ne savez pas. Et là, cette attitude, on le voit très souvent avec les parents. Et c'est parce qu'ils pensent qu'il est déjà adulte. Okay? On sait qu'il n'est pas, mais ils pensent qu'il est déjà adulte. Et pour les adolescents, pour eux, les amis sont très importants. Travailler en pair et être avec les amis, ça c'est très important pour les adolescents. Que la famille. Okay, alors on voit très souvent qu'ils préfèrent de passer une journée, le week-end avec les amis, pas avec la famille. Voilà. Et encore, si je continue, voilà, il y a encore une partie, ça c'est très important aussi, parce qu'ils ont leur idole, leur star. Et ils cherchent des modèles, ils cherchent une personne idéale. Okay? Et on voit très souvent que les adolescents, ils préfèrent admirer les stars, les personnes célèbres.
parce que il aime imiter les autres personnes. Ok, alors je continue un petit peu encore. Si vous avez des questions, vous pouvez, on peut discuter, sinon je continue. Ok, alors l'importance de la diversité des approches pédagogiques face à un public adolescent. Ça, c'est un titre qu'on a beaucoup discuté pendant la formation, mais je regrette, je n'ai pas le temps de partager tout. Mais de toute façon, j'ai choisi deux parties, je vais expliquer encore avec les autres diapositives. J'ai choisi deux parties à discuter avec vous parce que je pense, ce n'est pas seulement le public adolescent qu'on parle, même avec les autres publics, avec les enfants aussi et peut-être avec les adultes, certaines idées sont intéressantes. Alors, pourquoi on dit que la diversification des approches pédagogiques, c'est important? Parce que c'est vrai, on a une salle de classe, on entre dans la salle de classe et on voit un espace, et ça c'est notre salle de classe. Mais il faut retenir, il faut avoir cette idée dans notre tête qu'on voit des élèves différents. Peut-être c'est une salle de classe où on voit dizaines d'étudiants, vingtaine d'étudiants, ou si c'est à l'école, on voit trentaine d'étudiants. Mais ce sont des étudiants complètement différents. Par exemple, imaginez, j'ai une expérience une fois, j'avais, je pense 2 fois, il y avait des jumeaux, des jumeaux dans la salle de classe, et c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas la même capacité de maîtriser leurs compétences. Alors, leur rythme d'apprentissage, ça change. Okay? Et alors, c'est important de comprendre le public. Chaque étudiant est différent. Et alors là, on voit une classe avec une diversité des étudiants. Leur niveau de compréhension, ça peut être différent. Comment ils maîtrisent des compétences peut être différent. Et le rythme, comment ils apprennent, ça peut être complètement différent. Et alors, si vous avez un public qui est complètement différent, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà une question. Okay? Et alors, comment faire? On a un groupe d'étudiants qui sont différents. Et est-ce que ça veut dire qu'on va différencier les objectifs? Non. Okay? On ne peut pas différencier les objectifs. Okay? Quand on a un groupe d'étudiants, on a un programme à suivre. Okay? Et à la fin de l'année, ou ça peut être à la fin du trimestre, il faut qu'on termine le programme. Alors, par exemple, quand on commence, on a tout le monde cette expérience, quand on commence le trimestre à l'Alliance, chez Maramudi, voilà, les découpages, il faut terminer les découpages de chaque manuel. Alors là, on ne peut pas changer les objectifs qu'on a. Mais si on essaye, c'est possible. C'est difficile, je sais. Okay? Moi aussi, j'ai essayé. Il y a des difficultés, mais quand on organise la classe, quand on organise nos cours, si on peut essayer de diversifier notre approche pédagogique, ça aide à chaque élève. Okay? Alors, j'ai une phrase ici, mais en organisant la classe de manière à permettre à chaque élève d'apprendre dans les conditions et par les voies qui lui conviennent le mieux. Voilà. Alors, si on peut varier un petit peu comment on essaie de transmettre notre connaissance, là, ça devient beaucoup plus facile pour tous les étudiants. OK, et on va voir, comme je vous ai dit avant, on va discuter une approche pédagogique qu'on peut utiliser, différencier, tout ça. Je vais expliquer un petit peu. Alors, ici, comme je viens de dire, comment on va différencier? Alors, il faut identifier tout d'abord les profils divers des apprenants. On a des étudiants différents dans notre classe et si on essaye, on peut essayer de comprendre la personnalité de chaque étudiant. Ils sont différents.
leurs envies sont différentes. Alors, si on essaie d'identifier cette différence, ça nous aide à changer comment on va transmettre notre connaissance à nos apprenants. Et en même temps, la deuxième partie que j'aimerais bien discuter avec vous, c'est la pédagogie différenciée. C'est, je pense, je l'ai suivi une fois dans une formation, mais c'était très important et intéressant de voir comment on peut aussi considérer les intelligences multiples. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi cette démarche pédagogique, parce que si on essaie de considérer les intelligences multiples qu'on voit avec nos étudiants, ça nous aide à différencier notre façon d'arranger les cours d'une façon plus agréable à tout le monde. Et comme j'ai dit, je ne sais pas, c'est mon point de vue, je pense que ce serait bien. C'est vrai, le module que j'ai suivi, ça c'est concernant les adolescents. Mais si vous suivez les diapos, les informations que j'ai à partager avec vous, vous pouvez même voir qu'on peut avoir cette connaissance dans n'importe quel contexte. Ça peut être avec n'importe quel public, peut-être les enfants, et peut-être les grands adolescents, et peut-être les adultes. Tout d'abord, le profil pourquoi c'est différent. Okay? Identification des profils divers des apprenants. Alors, on utilise ce mot quand on parle de l'identification différente des apprenants hétérogènes. C'est un mot qu'on utilise en sociologue très souvent. Alors, hétérogène, alors j'ai mis un synonyme aussi pour dire que c'est différent. Alors, pourquoi on a des étudiants, des apprenants différents dans la salle de classe? Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes acquis scolaires. Vous savez, alors, quand on entre dans la salle de classe, on voit ces étudiants, on voit comment ils sont différents. Alors, ils n'ont pas tous les mêmes codes culturels, oui, parce qu'ils viennent des familles différentes. Peut-être leur culture, c'est différent. Ils n'ont pas les mêmes expériences vécues, c'est vrai. Okay? Et on essaie de, peut-être, sans savoir, les problèmes qu'un étudiant a à ce moment-là, on essaie de transmettre la connaissance. Alors, c'est peut-être pourquoi on voit très souvent dans la salle de classe les étudiants qui ne réussissent pas. Le problème, peut-être, ils n'ont pas l'envie, ils n'ont pas la motivation. Okay? C'est peut-être à cause d'une expérience vécue, alors on ne sait pas. Et ils n'ont pas tous les mêmes habitudes éducatives. Certains étudiants, certains adolescents, ils sont beaucoup motivés. On voit dans la salle de classe les apprenants doués. Et en même temps, on voit les apprenants lents, qui prennent beaucoup de temps d'apprendre. Voilà, ça c'est la diversification de notre salle de classe. Et là aussi, c'est la même chose, ils n'ont pas le même style cognitif. Okay? Certains étudiants, ils ont la capacité d'acquérir une langue très facilement, mais il y a d'autres qui ont des difficultés. Okay? Et là, c'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on parle des intelligences multiples. Ça nous aide à aussi comprendre le profil différent des étudiants. Et en même temps, ils n'ont pas le même sexe, oui. Et parfois, dans nos cours à l'Alliance, on voit, peut-être que c'est un cours de A1, mais là, on voit un groupe et même leur âge, c'est différent. Peut-être on voit un adolescent et 2 ou 3 autres grands adolescents et peut-être il y a des adultes. Voilà. Alors là, c'est vrai, on a une salle de classe, mais avec des apprenants différents, complètement différents. Leur façon d'apprendre la langue, ça change, ça varie. Et la motivation aussi, c'est différent. Et j'aime beaucoup cette phrase, que c'est pourquoi je l'ai mis à la fin. C'est une phrase que le formateur a utilisée
pour expliquer, pour à vrai dire, c'est qui un élève, pourquoi on doit considérer un élève, il est complètement différent d'un autre. Chaque élève a son histoire personnelle. Voilà. Alors, si on essaye de comprendre, peut-être pas tous, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est vrai. Mais si on essaye, on peut changer peut-être, on peut essayer d'aider chaque étudiant d'une façon différente. Voilà, on voit ces étudiants dans notre salle de classe. Ok, alors on voit parfois les étudiants qui vont très vite et il y a des ordonnées. Ok, alors on leur demande d'apporter des devoirs. Alors on a très souvent il a des excuses en disant non, je l'ai oublié, mais non, je l'ai fait, mais j'ai oublié d'apporter le devoir. Voilà. Et il y a des paresseux. Ok, et il y a des étudiants qui sont trop timides. Un grand problème qu'on a quand on essaye de faire des activités en groupe. Ok, voilà, ce sont des étudiants trop timides. Et il y a certains étudiants qui pensent que la prof, c'est trop sévère, ça ne va pas avec ce prof. Voilà. Et alors, il y a au même temps les enfants, les étudiants, les apprenants qui sont normaux aussi. Okay? Et c'est un document que j'ai, un document partagé par le formateur et c'était intéressant et pourquoi j'ai décidé de vous montrer. Ok, alors si on continue encore, à l'aide de la pédagogie différenciée et en même temps en considérant les intelligences multiples. Alors, la différenciation pédagogique, okay, je vais tout d'abord lire. La différenciation pédagogique constitue une réponse professionnelle incontournable pour réduire les inégalités parmi les apprenants et en même temps favoriser la réussite de tous les élèves. Oui, okay? Mais leur réussite peut être différente. Mais on peut les aider d'une façon différente à chaque élève parce que leur niveau d'apprendre, ça peut être varié. Et c'est pourquoi je pense cette référence à la pédagogie différenciée, c'est important, et en même temps de savoir qu'est-ce que ça veut dire les intelligences multiples et comment on peut les utiliser dans la salle de classe et pourquoi c'est important pour un prof de savoir que les étudiants ont des intelligences multiples. Je pense que cette idée, le profil d'un apprenant, okay, que ça varie, et en même temps, comment la pédagogie différenciée peut nous aider à atteindre nos objectifs. Notre objectif, c'est de voir tous les élèves de la salle de classe réussir les examens. Voilà, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'un professeur veut. Je veux dire, c'est l'objectif d'un professeur. À la fin, de voir que tous les élèves réussissent. OK, alors là, on a discuté de 4 dispositifs qu'on peut pratiquer pour différencier pédagogique. Alors là, j'ai déjà souligné les mots clés, les mots importants pour nous avoir l'idée principale de ce qu'on discute ici. Et alors, différencier, on peut différencier 4 parties quand on essaie notre cours, okay, selon notre public. Alors, le contenu, on peut différencier, on peut changer le contenu, le processus, on peut changer, les structures, on peut changer, et les productions des élèves, on peut changer. Alors, je prends quelques minutes pour expliquer un petit peu de chaque partie. Alors, différencier les contenus, c'est-à-dire, quand on essaie, c'est vrai qu'on a un manuel, c'est vrai. Alors, quand on essaie de travailler avec tous les documents qu'on trouve dans le manuel, parfois, on voit les étudiants, les apprenants ne sont pas contents. Okay? Alors, on peut garder le thème, mais si on peut varier les textes selon leurs besoins parfois, selon leur intérêt, surtout avec les adolescents, okay? Et même avec les enfants, les tout petits. Alors, quand on choisit un document pour les tout petits, voilà, il faut considérer leur intérêt. Okay? Et alors, j'ai souligné ici les textes variés.
Et les activités diversifiées, on peut proposer, et des matériels supplémentaires aussi, on peut proposer, au lieu de toujours proposer les mêmes choses. Et c'est pourquoi on entend les étudiants disent, voilà, le cours c'est très ennuyant. Peut-être ça c'est la raison. On ne voit pas la démarche pédagogique différenciée. Et aussi, c'est très important avec la génération moderne, avec la génération moderne qu'on travaille, l'utilisation du numérique. Parfois, on voit les élèves, ils sont très passifs dans la salle de classe. Quand on essaie de partager un document qu'on trouve dans le manuel, ils ne sont pas très motivés. Certains oui, mais pas tout le monde. Mais si on essaie, si on leur demande de trouver un document avec le même thème, vous pouvez utiliser l'Internet, vous pouvez surfer l'Internet et vous pouvez apporter d'autres idées dans la classe. Et on voit, ils sont très motivés pour les activités avec le numérique. Et comment différencier les processus? Voilà, là, on peut changer les stratégies interactives. On peut leur proposer des projets, les apprentissages coopératifs, les démarches d'apprentissage variées. Par exemple, on peut leur demander d'expérimenter des choses ou exposer leurs idées, démonstrations. On peut changer le processus en même temps. Et la structure, c'est regroupement des élèves, ce qui est important pour nous. Il faut utiliser de façon différente quand on regroupe les élèves pour faire une activité en bilan peut-être ou en groupe. Même si on a un cours virtuel, un cours en ligne, c'est possible. Parfois, on laisse les étudiants, on leur donne le choix de choisir leur partenaire. Sinon, on peut aussi choisir les partenaires dans un groupe particulier. Mais il ne faut pas mettre le même groupe toujours ensemble. Il faut essayer de varier. Et en même temps, ça c'est pas très pratique pour nous pour le moment. Alors, si on est dans la salle de classe, c'est aménager la salle de classe. Oui, il faut aménager la salle de classe d'une façon plus agréable pour les étudiants de travailler en groupe, avec beaucoup d'espace, accessible aux ressources, tout ça. Et ça facilite le travail. Et ça aussi change la façon qu'on travaille. Et de dernière production des élèves, comment on évalue. Alors, quand on veut évaluer les étudiants aussi, on peut diversifier, on peut utiliser des façons différentes. Les présentations orales, on peut utiliser les débats, les exposés, les articles, etc. Donc, on peut même leur demander de faire des présentations multimédia. Tout ça, ce qui est important, c'est de diversifier, varier les méthodes qu'on utilise. La dernière partie que j'aimerais vous expliquer, c'est les intelligences multiples. Peut-être que vous avez déjà appris, mais ce qui est important, c'est pas de savoir quelles sont les intelligences multiples, mais de voir comment les utiliser dans notre salle de classe. Et alors, c'est Gardner qui a introduit. Alors, là, je ne vais pas lire tout le texte. Ensemble, on peut identifier 4 intelligences. C'est vrai, il n'y a personne, je pense, qui a toutes les 8 intelligences. Par contre, c'est 8 intelligences. Certains étudiants avec 2 ou 3 intelligences. Mais je ne pense pas qu'il y a tout le monde avec toutes les intelligences. Et alors, comment peut-on, pourquoi on doit apprendre ou on doit avoir une idée claire des intelligences multiples? Parce qu'être conscient des intelligences multiples, ça facilite l'enseignant de 2 façons. De mieux identifier chaque apprenant. Encore une fois, ça nous aide à voir qui est notre apprenant, pourquoi il est différent des autres. Et en même temps, diversifier les démarches pédagogiques. Selon les intelligences différentes des élèves. Et là, je vous explique très vite. Encore une fois, en éliminant,
en essayant de prendre les mots-clés, comme ça on ne prend pas beaucoup de temps de voir. Les 8 intelligences, ok? Alors l'intelligence linguistique, ce qui est important pour nous, parce que les apprenants ou les travailleurs qui ont cette intelligence, ils aiment utiliser le langage, ils aiment lire, parler, faire de la poésie, voilà. Alors, si vous avez dans notre salle de classe tous les étudiants qui ont l'intelligence linguistique, voilà, vous avez de la chance, mais non, ok, on n'a pas tous les apprenants avec les mêmes intelligences. Ok, alors logico-mathématique, c'est quelqu'un qui aime faire des calculs, ok, et faire des analyses, faire des hypothèses, ordonner, faire des modèles, catégoriser, tout ça. Et un étudiant qui a l'intelligence interpersonnelle, c'est quelqu'un qui aime travailler, interagir, coopérer avec les autres. Un tel étudiant aime beaucoup faire des activités en groupe. C'est facile, pour lui, c'est très facile de faire des activités avec les autres apprenants de la salle de classe. Je continue. L'intelligence intrapersonnelle, ça c'est un petit peu différent, c'est quelqu'un qui a besoin de se comprendre. Surtout, ce sont des étudiants timides, ok? Alors, ils n'aiment pas beaucoup bouger avec les autres étudiants dans la salle de classe. Ils ont leur propre analyse, leur propre apprentissage, leur façon d'apprendre, et ils ont beaucoup d'émotions, voilà. Et intelligence synesthésique aussi, c'est important parce que c'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime faire des choses. Okay? Alors, un étudiant qui a l'intelligence synesthésique, il aime jouer de la comédie, il aime mimer, il aime danser, il aime fabriquer des choses, réparer des machines, des objets. Et l'intelligence visio-spatiale, c'est quelqu'un qui aime faire des dessins, il est doué ou il a la capacité de créer des œuvres d'art, il aime dessiner des graphiques, tout ça. Et alors, je vois les deux derniers comme l'intelligence musicale, on peut le comprendre, okay? C'est un étudiant qui aime la musique, qui aime jouer des instruments, qui a la capacité de chanter, qui aime le son et qui a un rythme, voilà, tout simplement. Et l'intelligence naturaliste, c'est quelqu'un qui veut être avec la nature. Alors, il aime apprendre des animaux, des plantes, et jardiner, et protéger l'environnement, tout ça. Voilà. Alors là, c'est les 8 intelligences multiples qu'on t'a expliqué. Et pourquoi j'ai décidé de partager avec vous ces 2 idées. Le profil d'un apprenant et comment ça change et les démarches pédagogiques, comment on peut les varier concernant l'intelligence multiple, parce que ça nous aide à comprendre nos étudiants et nos apprenants qui sont différents, et en même temps de diversifier comment on organise nos cours. Comme ça, ça facilite à chaque apprenant d'apprendre facilement et en même temps de réussir à la fin. Ok, alors ça c'est, j'ai préparé pour partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez des choses il y a des choses à discuter. Ok, merci pour Mika. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ouais, ou est-ce que tout était clair? En tout cas, je pense que c'était très intéressant et très utile en même temps. Ah, peut-être qu'avant, on a déjà créé des activités pour notre cours, peut-être sans penser à tout ça, pardon. Donc maintenant, quand on prépare les activités, on peut bien sûr y réfléchir et ajouter des activités ou traiter les élèves qu'on trouve dans la classe. Et c'est pas peut-être pas tout le temps, Ouais. si on essaye parfois au moins, ce serait utile pour tout le monde. Très bien. Alors,
Ok, donc je pense que pour Nika, elle a déjà fait une activité évidemment pendant sa formation. Donc là maintenant, elle va partager son écran, oui, avec nous pour montrer la fiche ou l'activité qu'elle a déjà faite. Prenons en compte, je pense que plusieurs types d'intelligence multiple. Et alors, je ne prends pas beaucoup de temps et voilà. Alors, ça, c'est pas très clair parce que j'ai essayé de prendre tout dans ce diapo. Alors, ça, on a essayé de travailler, mais si vous voulez, je peux partager cette copie avec tout le monde. Alors, ça, on a travaillé avec une fable, L'amour et le bûcheron de Jean de La Fontaine. Et là, on a essayé, comme vous voyez ici, on a essayé de arranger les activités, proposer des activités qui ont visé à chaque intelligence. Ok, alors par exemple, je ne lis pas tout, mais j'explique deux ou trois. La première activité, c'est regrouper les apprenants à deux groupes différents. Alors là, on essaie de viser à l'intelligence interpersonnelle. Et alors, on demande à groupe A de comprendre l'histoire de la fable avec à l'aide, parce que le prof propose le vocabulaire, le glossaire de vocabulaire. Alors, ils ont utilisé ce glossaire fourni par le prof et résumer l'histoire de la fable étape par étape et lire la fable à haute voix et présenter le résumé à la classe. Voilà, ça c'est intelligence linguistique. Parce que ça, c'est les étudiants qui aiment faire, qui aiment lire et reproduire, présenter, qui aiment parler. Voilà. Et groupe B, ils vont imaginer la mise en scène de la comédie. Alors, ça, c'est visé à l'intelligence synesthésique. Alors, ça, c'est un autre groupe qui aime animer, faire de la théâtre. Et voilà. Et en même temps, on peut identifier peut-être un étudiant ou peut-être des étudiants qui aiment la musique. Et on demande à cet étudiant ou à ces étudiants d'accompagner la comédie avec la musique. Voilà. Alors, c'est possible si on essaye. Pas tous les intelligences, mais au moins deux ou trois. Si on essaye de proposer l'activité, ça devient plus important, intéressant pour tout le monde. Et comme ça, nos étudiants ne sont pas ennuyeux dans la salle. Oui, en classe. Oui, ok, super, très bien. Et oui, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat. En tout cas, pour Nika, elle va rester jusqu'à la fin, donc elle peut bien sûr voir vos questions dans le chat. Donc, merci beaucoup à toi pour Nika. Merci pour votre attention. Oui, c'était très clair et c'était très intéressant de voir la présentation, en plus la manière que toi tu as expliqué ce que tu as appris avec les sentiments et tout. Donc, oui. Ok. Bon, alors maintenant, je me tourne vers ma collègue Harini pour la suite de la séance. Alors, on va voir ce qu'elle a préparé pour nous, Harini. Alors, oui, je te passe la main. Merci beaucoup, Shemara, et merci encore une fois à Shemara et à Sarah de m'avoir donné cette opportunité de partager ce que j'ai appris avec vous. Également, un grand merci à l'ambassade de France de m'avoir donné cette opportunité. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses, ça c'est sûr. Donc, comme pour Madame Pounika, je n'ai pas le temps de tout dire, mais j'essaie de, en fait, quand j'ai fait des diapos, j'ai essayé de mettre les points les plus importants. Voilà. OK, donc, je partage l'écran avec vous. Alors, donc, la formation que j'ai suivie dans le programme de Belk Numérique 2021, été 2021, ça s'appelle « Adopter les principes du CECRL ». Donc, c'est un parcours tutoré. Pourquoi j'ai choisi cette formation? C'était parce que tutorer, ça veut dire on peut organiser comment travailler. C'est à nous de choisir comment on va travailler. Donc, il n'y avait pas de classe virtuelle comme pour Madame Bounika. On a tout mis
Et il y avait un dispositif dans lequel ils ont mis tous les documents qu'il faut utiliser. Mais nous, on doit, comment dire, on doit respecter les délais. Il fallait déposer des documents. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi? Parce que cela convenait le mieux à mon emploi de temps, à mon planning. Et également, on a parlé de cet aspect du CECRL. Donc, quand j'ai fait mes études, j'ai beaucoup appris cette notion du CECRL, mais on n'a pas vraiment découvert. Peut-être ils ont expliqué, mais peut-être je n'ai pas capté ça. Comment intégrer les principes du CECRL quand on enseigne, parfois, quand on évalue. Donc, ça, je n'ai pas vu avant. Même si je connais la théorie, c'est pourquoi je me suis dit, ah, ça serait bien si je peux voir comment on peut vraiment intégrer ces notions quand j'enseigne. Voilà. C'est ce que j'ai voulu découvrir. Alors, ma formation, ça s'est organisé en deux, comme adopter les principes du CECRL pour enseigner, ça c'est parcours 1. Ensuite, pour évaluer, ça c'est parcours 2. Donc, si je commence avec adopter les principes du CECRL pour enseigner, voilà, je pense que vous connaissez tous c'est quoi le CECRL. Donc, je vais vous poser cette question. Vous pouvez voir l'image du CECRL aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le CECRL? Est-ce que c'est un manuel, un outil de référence, un document prescriptif ou est-ce que c'est un programme d'études? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pouvez bien sûr vous pouvez mettre la réponse dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle réponse? A, B, C ou D? On devine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... C'est pas grave si ce n'est pas la réponse exacte. Qu'est-ce que vous pensez? C'est A, B, C ou D? Vous pouvez écrire dans le chat. Oui. Ah bah. OK. Oui, très bien. Voilà, c'est ça. J'ai la bonne réponse. Merci, Suki, Madame Polnika, et je pense que c'est également. Voilà, Marcela, Lisa, c'est là qui. Bon, merci beaucoup. Oui, c'est un outil de référence en fait. La plupart du temps, on pense qu'il y a quelque chose qu'il faut suivre, il faut savoir par que ça, il faut vraiment intégrer si on fait des cours. Donc, il n'y a rien de prescriptif en fait. On ne dit pas qu'il faut faire ça. On peut adopter les principes du CECRL si on veut. Peut-être on peut et on ne peut pas. Si on n'a pas le besoin de faire ça, ben, on n'adopte pas. Donc, comme ça, on peut changer. On a le choix de faire ce qu'on veut, selon les besoins de nos apprenants, selon nos besoins aussi. Donc, oui, très bien, c'est un outil de référence. Il n'y a rien de prescriptif là-bas. OK, oui. Donc, vous avez donné la bonne réponse. Voilà. Alors, l'acronyme CECRL, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, c'est un document comme vous avez vu. Voilà. OK. Et comme vous pouvez voir ici, on dit qu'on utilise ça pour apprendre, enseigner et pour évaluer. Donc, en tant qu'enseignant, on s'intéresse à ces deux aspects-là, enseigner et évaluer. Cela ne veut dire pas que les apprenants ne peuvent pas utiliser. Si, les apprenants et également les enseignants peuvent utiliser ces documents. OK? Alors, donc le CECRL, c'est un document de référence, comme vous avez dit, qui est traduit en 40 langues, pas encore en singalais, et même en anglais, on trouve ce document, et qui a été publié en fait en 2001. Après, pour compléter ce manuel, ce document, ils ont présenté le volume complémentaire du CECRL en 2018. Donc, c'est assez récent. Voilà. Donc, c'est la description ou c'est la définition qu'on donne. Mais je ne vais pas tout lire. Hein. Je vais juste vous donner une petite idée de ce que c'est le CECRL. Donc, le CECRL offre une base commune pour élaborer des programmes d'enseignement, la construction pour construire des référentiels, des examens, des manuels qu'on utilise à l'Alliance, par exemple le Cosmopolite, Alter-Ego, même pour créer ces manuels, ils se sont basés sur la perspective actionnelle et le CECRL. Donc,
Dans ce manuel, dans ce document, on trouve également ce que les apprenants d'une langue doivent apprendre afin de pouvoir communiquer. OK? Pour chaque niveau, on voit les critères, les descriptifs. Par exemple, si moi, je suis niveau 1.1, bah, il faut savoir faire ça, il faut savoir faire ça. Bah, comme ça, on donne tous les détails. Ensuite, on peut également mesurer les progrès des élèves parce que commandant les différents critères, c'est très facile de voir, OK, par exemple, on voit une réponse d'apprenant, on peut demander, OK, est-ce que les critères sont là? Est-ce que je peux voir toutes les exigences comme ça? Voilà, on peut même évaluer les apprenants. Donc, en général, c'est comme un document de référence qu'on peut utiliser, OK? Qu'on peut utiliser, c'est pas que pour le français, parce que ça, c'était en 2001, c'était pour toutes les langues européennes, beaucoup de langues européennes comme espagnol, donc l'allemand. Donc, on peut consulter ce document parce que cela a aidé à uniformiser l'apprentissage, l'enseignement également, l'évaluation des langues étrangères. Alors, donc, les 4 éléments les plus importants qu'on a sur le CECRL, on a, je suis sûre que vous connaissez tous ça, les 6 niveaux communs de référence. Si on commence avec le niveau 1.1, on va jusqu'au niveau C2, qui est 1.1, 1.2, comme ça. Ensuite, donc, je vais peut-être vous montrer, OK, dans le document, vous pouvez voir, donc ça, c'est le CECRL que vous pouvez télécharger, bien sûr, et les 6 niveaux communs de référence, voilà. OK, ici, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le, comment dire, ils ont divisé ça, la division. Et, OK, un utilisateur ou un apprenant élémentaire, qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout est là. OK, la description, en fait. Donc, ça, c'est pour les différentes activités. Et après, voilà, étendue, correction, essence, interaction, c'est très, très détaillé. OK, donc, je dirais qu'il y a tout. Voilà, ensuite, on donne les explications et même les descriptifs pour chaque activité langagière de façon très détaillée. Plus bas, vous allez les trouver, les échelles. OK, ensuite, j'ai mis, il y a les 5, il y en a plus maintenant, les activités langagières. Par exemple, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite. Maintenant, on a interaction orale, interaction écrite également, médiation orale, médiation écrite, OK, dans les activités langagières. Et ça aussi, ils ont bien expliqué ici dans l'approche communicative, dans la perspective actionnelle. Je pense que c'est... C'est plus bas, je pense. Oui, donc peut-être c'est pas ou... Voilà. Activité de production, stratégie, okay, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, si c'est la production orale, généralement, le niveau 1 peut produire des expressions simples et isolées sur les gens et les choses. Voilà, comme ça, on donne le niveau qu'il faut avoir, les compétences qu'il faut avoir à chaque niveau. Donc, ça, c'est très descriptif. Donc, dans ce document, on trouve tout ça. Ensuite, on a les 3 compétences communicatives. Alors, quand on enseigne ou quand on apprend une langue étrangère, cela ne veut pas qu'on apprend ou qu'on enseigne seulement la partie linguistique. Ce n'est pas que la grammaire, l'orthographe, le vocabulaire qu'on apprend. Les apprenants, même, il faut enseigner également comment la langue est utilisée dans la société. Donc, ça, c'est l'aspect linguistique. Et il faut enseigner également comment on peut utiliser la langue de façon pratique. Par exemple, comment il faut organiser un discours, il faut l'introduction, comme ça, ce sont des choses pratiques. Donc, apprendre ou enseigner une langue étrangère, c'est tout ça en fait.
C'est pas que la linguistique, c'est pas que l'aspect linguistique. OK, c'est pas que le présent, c'est pas que le futur. Donc, oui, il faut apprendre ça, mais c'est qu'une seule partie. Il faut l'aspect sociolinguistique, pragmatique. Maintenant, on a beaucoup d'autres choses, interculturelles, beaucoup d'autres choses aussi. Donc, la partie la plus importante qu'on trouve dans le CECRL, c'est la perspective actionnelle. Donc, on peut dire qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est une méthodologie, mais je vais utiliser ce terme maintenant parce que pour vous expliquer comment ça s'est passé. Donc, au fil du temps, il y avait beaucoup de méthodologies qu'on a utilisées pour enseigner les langues étrangères. On commence avec les méthodologies traditionnelles où on a traduit les textes littéraires. Il y avait après les méthodologies SGAV où on a utilisé les images et la voix, où on a beaucoup répété. Si vous connaissez peut-être, s'il y a certaines études, si vous avez déjà fait Radiant Way en anglais, peut-être vous avez vu des choses comme Mother come sing, John come sing. Donc, il y avait des phrases comme ça qui se répètent tout le temps. Donc, il y avait des méthodologies comme ça. Donc, au fil des temps, ces méthodologies ont changé selon les besoins des apprenants, selon les raisons sociaux, culturelles, économiques, politiques aussi. Ensuite, donc, maintenant, ce qu'on dit, donc, il y avait une évolution des méthodologies. Ce qu'on utilise maintenant, c'est la perspective actionnelle. OK? Peut-être vous connaissez que les manuels qu'on utilise, les méthodes qu'on utilise à l'Alliance française comme Cosmopolite, Alter Ego, ce sont les manuels qui sont conçus en se basant, qui sont conçus sur les principes, en se basant sur les principes du CECRL ou de la perspective actionnelle. OK? Donc, l'organisation des activités, l'ordre des la nature des activités, tout ça, même le type de document que vous avez, tout est conçu, tout est proposé selon les principes du CECRL. Donc, on va faire une petite activité ensemble. Je vous ai proposé le mot agir ici. Okay? Donc, ce qu'on va faire ici, on va découvrir la perspective actionnelle. C'est ce qu'on va faire. Mais avant de commencer cette partie, j'aimerais bien vous demander des mots, le champ lexical du verbe agir. Ça veut dire, quand on pense, OK, agir, quels sont les autres mots? Les adjectifs, les noms et les autres verbes peut-être qu'on a quand on parle qu'on peut lier à ce mot-là. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Agir. Quand on dit agir, on peut penser à l'action. Quoi d'autre? Qui est la personne qui fait qui agit alors? Ou qui fait l'action? Comment on dit? Voilà, très bien, c'est acteur. Super. Ensuite, alors, comment est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un qui agit beaucoup, qui est vraiment engagé? Quel est l'adjectif? Quel adjectif qu'on peut utiliser, qui est lié au verbe agir? Adjectif? Agir, quelqu'un qui agit beaucoup, peut-être que... Oui, super, très bien, actif. Voilà, donc comme ça, on a également activité, n'est-ce pas? Okay, activité, donc comme ça, acteur, actif, action, activité, agissons aussi, ok. Oui, très bien. Actrice, oui. Activiste, pourquoi pas. Actrice. Je pense que c'est bon. Alors, oui. OK, donc ce sont les mots qui sont liés à cette notion d'agir, en fait. Donc, pourquoi est-ce que je vous ai demandé de me dire tout ça? Parce que vous allez voir, dans la perspective actionnelle, on va parler de presque tous ces termes-là. OK? Donc, dans la perspective, on va apprendre la langue. Comment? En agissant, en faisant des actions, en devenant actif. OK? Donc, vous allez voir. Alors, ça, c'est la définition qu'on trouve dans le CECRL. Je ne vais pas tout lire, je vais juste choisir les mots les plus importants. Donc, on a le fait, on explique que la perspective privilégiée, donc ici on parle de la perspective actionnelle, est de type
actionnelle. OK? Pourquoi? Parce que cette approche considère l'apprenant comme un acte social, OK? Qui accomplit des tâches dans la société. Et ces tâches ne sont pas uniquement langagières. Peut-être c'est un peu de jargon technique, je ne vais pas aborder plus sur ça. Je vais aller au diapo suivant où je vais vous donner des caractéristiques. OK, alors, pourquoi est-ce qu'on dit actes sociaux? Parce qu'un apprenant est un acte social, ben, bien sûr, parce qu'un apprenant est né et le seul but de sa vie, ce n'est pas d'apprendre la langue. C'est un acte, on dit, a social being, qui se comporte dans la société, qui fait des choses, qui rencontre des gens. Donc, un apprenant, c'est un acte social qui agit avec les autres dans la société. Donc, ça, c'est très important de savoir ça. Et ensuite, on a les actions. Oui, il fait des actions et des tâches dans la société avec les autres. Ces actions, ces tâches ne sont pas seulement langagières. OK? Quand un apprenant, OK, on dit un apprenant est là, le seul objectif de sa vie, ce n'est pas d'apprendre la langue, même si on veut donner tout ce qu'on sait, on veut donner toute la connaissance, même si on veut qu'il fasse beaucoup d'efforts pour apprendre des langues étrangères, ce n'est pas le seul objectif dans la vie. Il fait beaucoup d'autres choses que d'apprendre une langue étrangère. Donc, des tâches, voilà. Donc, des tâches qu'on fait. Tâches, quand on dit task, vous avez peut-être entendu en anglais task-based learning, des choses comme ça. Tâche, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose de complexe. On peut identifier, ici, je vais vous montrer les caractéristiques. Alors, qu'est-ce qu'une tâche? Oui, les apprenants font des tâches, mais des tâches, voilà. OK? Donc, une tâche, on peut dire qu'une tâche est contextualisée. Qu'est-ce que ça veut dire contextualiser? Il y a toujours un contexte. Par exemple, peut-être la vie personnelle ou académie, scolaire, par exemple à l'école, professionnelle, dans un bureau, public, comme vous avez, il y a toujours un contexte. OK? Ensuite, c'est une tâche que les apprenants font dans la vie de tous les jours. Ensuite, il y a toujours un problème à résoudre. Et c'est une activité finalisée. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est finalisé? Il y a toujours une finalité. Okay? Parce qu'il y a toujours, on ne fait pas cette activité pour rien. Il y a toujours une finalité, il y a un résultat. Alors, c'est complexe. Pourquoi? Parce qu'on va mobiliser beaucoup de compétences, on va faire beaucoup d'activités langagières afin d'accomplir cette tâche. Alors, comme je vous ai déjà dit, il y a un résultat. Donc, je vous propose ici un exemple d'une tâche. Okay? Donc, on va voir si on peut trouver les caractéristiques que j'ai déjà mentionnées dans cette tâche. Alors, OK? Donc, contexte, c'est Alliance française de Condy, public et adulte, niveau B1+, vers le B2, donc passer le DELF B2. Donc, la tâche, c'est ça. L'Alliance française de Condy organise un festival du cinéma français dans le but de promouvoir la culture française. Les apprenants doivent créer une brochure publicitaire afin de promouvoir en français, afin de promouvoir cet événement. Cette brochure contiendra une présentation de l'événement, une introduction historique du cinéma français, l'évolution, un commentaire sur chaque film projeté au jour de l'événement. Pour mieux, j'ai fait une erreur. Pour mieux accomplir leur mission, les apprenants étudieront différentes brochures publicitaires liées à des événements cinématographiques. Donc, pourquoi est-ce que je dis que c'est une tâche? On voit bien qu'il y a un contexte. L'Alliance française de Condy. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, quels sont les autres? Oui, pourquoi pas, les apprenants font des brochures, pas en français, mais en anglais, en singalais, peut-être pour organiser des activités à l'école aussi. Voilà. Ensuite, il y a un problème, oui, c'est produire une brochure. Et c'est une tâche vraie là, ce n'est pas seulement pour apprendre la langue qu'on fait ça. Il y a ce festival de cinéma, il faut promouvoir ça. Alors, votre classe, vous êtes censé créer cette brochure. Donc, il y a une finalité. On a un résultat, on attend un résultat. Voilà, ça c'est là aussi. Alors,
Oui, c'est complexe. Pourquoi est-ce que je dis que complexe? Les apprenants vont utiliser beaucoup de compétences. Ok, les apprenants vont travailler collectivement. Bah, c'est un travail collaboratif. Ils vont travailler ensemble. Ils vont mobiliser beaucoup de compétences. Par exemple, on peut dire linguistique, sociolinguistique, également pragmatique. On va faire beaucoup de mini-tâches. On va faire beaucoup d'activités langagières comme production orale, par exemple, où on dit, OK, donc les apprenants doivent s'informer sur cet événement. Ils doivent aller voir la directrice de l'Alliance française afin de s'informer sur un peu d'histoire, de l'historique de cet événement. Donc, il faut l'interaction orale pour ça. Ensuite, il va lire, dans les apprenants, ils vont lire des choses sur Internet, des résumés, tout ça, donc la compréhension écrite. Ils vont rédiger les synopsis, tout ça, dans la production écrite. Comme ça, on va utiliser beaucoup de mini-tâches ou beaucoup d'activités langagières afin d'accomplir cette tâche finale. Et le produit, c'est quelque chose de comment dire, c'est complexe. Après, alors, on n'apprend pas la langue alors? Si, on apprend la langue. C'est comme, on fait ça, mais ce n'est pas le seul objectif. Okay? En faisant d'autres choses, on apprend la langue. OK? Mais le seul objectif de cette activité, de cette tâche, ce n'est pas d'apprendre la langue. C'est pour faire cette brochure, mais on apprend la langue en même temps sans s'en rendre compte. Sans s'en apercevoir, automatiquement, on acquiert des compétences. Voilà. Donc, j'espère que la notion de tâche, c'est clair pour vous. Alors, quels sont les... Donc, OK, on a discuté tout ça. Alors, OK, comment on va utiliser ça en tant qu'enseignant? Donc, les réflexes et gestes professionnels qu'il faut utiliser conformément au principe du CECRL. Tout d'abord, il faut considérer l'élève comme un acte social qui va utiliser la langue dans différents contextes. Ça, c'est très important. Ensuite, donc j'ai déjà dit, l'apprenant est désormais réaliser des tâches, des projets dans la classe comme dans la vie réelle. Utiliser des descripteurs des niveaux du CECRL pour définir les performances qu'on peut attendre des élèves à chaque niveau. Parce que comme vous avez vu dans le CECRL, tout est bien expliqué. Okay, vous pouvez toujours se référer à ce document-là. Considérez que l'enseignement d'une langue ne doit pas développer uniquement les connaissances linguistiques. Donc, c'est ce que vous avez déjà dit, ce n'est pas la grammaire qu'on apprend. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres choses qu'on apprend. Ensuite, plurilinguisme. Alors, faire appel aux autres langues parlées par les apprenants pour créer des ponts et faciliter l'apprentissage. Donc, quand on a des apprenants dans la salle de classe, ce ne sont pas des apprenants qui arrivent, ils ne sont pas comme un papier blanc dans lequel on écrit quelque chose de nouveau, oui, ok, mais les apprenants ne sont pas vides. Ils possèdent déjà un bagage linguistique. Ça veut dire les apprenants connaissent déjà beaucoup d'autres langues. Si on prend les apprenants sri-lankais, ils savent parler sénégalais, anglais, tamoul, peut-être un peu de coréen, un peu de hindi. Voilà. Okay? Donc, comme ça, ils connaissent plusieurs langues. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser, on peut profiter de ce bagage linguistique des apprenants pour faire les ponts, parce que ça va faciliter la tâche d'apprendre la langue. Je vais vous expliquer, si on regarde, j'ai juste pris les exemples du tamoul, du sénégalais et de l'anglais. On a T, donc comme en français, on dit T. Je vois toujours que dans les cours de français, on utilise l'anglais comme la langue relais. Ça veut dire on va enseigner le français à l'aide de l'anglais. Mais je me demande, oui, mais T, ti, on fait basse. Oui, on peut dire T et les professeurs peuvent dire ti. Oui, pourquoi pas. On ne peut pas complètement oublier cet aspect-là si les apprenants ne comprennent pas. Pourquoi pas dire ti. Mais après, en sénégalais, on a un mot beaucoup plus proche à la prononciation de T. T, c'est T en sénégalais, c'est le même mot. Et en tamoul aussi, c'est tenir. OK, donc moi, je pense que tenir, je pense que ce qui va me corriger si je fais une erreur de prononciation, ce sont les deux prononciations sont très proches du T en français
qui en anglais pour moi. Donc, il y a d'autres mots comme anansi, en singalais, on dit anansi. Alors, en anglais, on dit pineapple. Mais en singalais, on dit anansi. En français, on dit ananas. Et je pense que c'est en tamoul, on dit anasi palam. Alors, anansi, c'est plus proche d'ananas que pineapple. Je ne sais pas pourquoi, ben, on dit pineapple. Donc, pain, c'est la même chose. En singalais, on dit pang. Je ne sais pas pourquoi il peut dire bread tout le temps alors qu'on a pang et appam si on veut en tamil. Okay, donc, comme ça, on peut toujours profiter des langues que les apprenants possèdent déjà pour faire découvrir cette nouvelle langue. Et ça va être très intéressant. Si jamais vous avez un apprenant qui ne connaît pas l'anglais parfaitement, voilà, qui ne sont pas compétents en anglais, mais bah, ils connaissent très bien le singalais et tamoul peut-être. Donc, si on fait des liens, bah, ça va être très utile, je pense. Voilà. Il faut favoriser également le travail collaboratif. Okay? Ça veut dire les travail en groupe, travail par les pairs. Et il faut il faut développer l'autonomie chez les apprenants. Parce que dans selon la perspective actionnelle, oui, quelqu'un mis. Ah, ok, merci. Merci dit qu'on peut dire également pan en tamil. Voilà, donc c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Oui, merci beaucoup. Donc, mais je pense qu'il y a également le mot caleçon, on dit en singalais calisema. Bah, il ne faut pas dire shorts en anglais quand on dit calisema, c'est plus proche de caleçon. Alors, développer l'autonomie, oui, ça c'est très important parce que quand nos apprenants sont autonomes, ils sont responsables de leur apprentissage. Nous, on ne peut pas tout donner. Donc, la connaissance, ça coule, comment dire, ça traverse. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas une seule direction, c'est les deux. Alors, il y a toujours interaction. Ça, c'est là. Donc, on ne détend pas le savoir. Les apprenants sont responsables d'apprendre la langue. Il faut les responsabiliser. Comme ça, ils deviennent autonomes. C'est pourquoi on a également savoir apprendre aussi dans les compétences individuelles. Alors, il faut également développer la capacité d'analyse réflexive chez les apprenants. Ça, c'est aussi important. Donc, on peut proposer des activités qui font ça. Voilà, ok. Donc, on arrive à la fin du premier parcours. Maintenant, c'est le deuxième parcours. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'informations. C'était très détaillé et c'était très lourd parce qu'on a donné, il faut dire que ce programme était très utile parce qu'on a donné on a toujours essayé d'expliquer avec des exemples concrets, ce que j'ai aimé beaucoup parce que c'est ce que je cherchais en fait. Je ne savais pas comment faire le lien entre toute cette théorie et mon enseignement. Et si on prend les principes du CECRL pour évaluer, ce sont les choses qu'il faut faire, en fait. J'ai juste mis, alors, les principes évaluatifs définis dans le CECRL. L'évaluation ne doit pas être envisagée comme une sanction, mais plutôt comme un outil qui sert à construire l'apprentissage. Quelquefois, on pense, ok, test, on va voir. On a cette attitude un peu parce qu'on pense qu'on va pénaliser les apprenants. Mais non, il faut pas faire ça parce qu'il y a une évaluation pour aider davantage l'apprenant à s'améliorer. Ensuite, privilégier une évaluation positive en valorisant. Oui, si vous regardez les critères, par exemple, les grilles d'évaluation du Delta, vous allez voir, là, on ne trouve pas ce que les apprenants ne peuvent pas faire. On voit, OK, peut respecter les consignes, voilà, des choses qu'ils peuvent faire. Donc, ça, c'est l'évaluation positive. Il faut toujours valoriser les choses que les apprenants peuvent faire. Et on ne pénalise pas vraiment. On ne pénalise pas s'ils ne peuvent pas faire quelque chose parce qu'ils sont toujours en train d'évoluer. Ils sont toujours en train d'acquérir des choses. On dit que ce sont des signes d'interlangue, en fait, parce qu'ils sont toujours en train d'évoluer. Alors, oui, donc adopter des grilles d'évaluation critériées pour objectiver l'évaluation. Ça, c'est important aussi parce que nous, comme un examinateur, comme examinatrice, quand on a beaucoup d'étudiants qui viennent, qui passent les examens, peut-être la production orale, on a l'habitude de comparer un peu.
j'essaie d'éviter ça. Il ne faut pas faire ça parce qu'il ne faut pas comparer. C'est ce que j'ai dit ici. Il ne faut pas évaluer les apprenants les uns par rapport aux autres. Il ne faut pas faire ça. C'est pourquoi on a les grilles d'évaluation. Voilà. Donc, si les apprenants ont atteint les critères, le niveau décrit dans les grilles, ça va. Il a le niveau B1, comme ça. Ensuite, ne pas considérer le locuteur natif comme l'ultime modèle. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas attendre la prononciation parfaite, sans accent, parce qu'on a toujours des critères auxquels on peut faire référence si on veut évaluer cet apprenant. Ensuite, l'erreur, on dit en anglais, peut-être vous avez entendu ce mot, on dit precious mistake. Pourquoi est-ce qu'on dit precious mistake ou erreur précise? C'est parce que c'est toujours une occasion d'apprendre, d'enseigner quelque chose, ou c'est toujours une opportunité d'apprendre quelque chose si on considère l'apprenant. Donc, il faut remercier en fait. Merci beaucoup d'avoir fait ça parce que maintenant, on peut bien discuter cet aspect linguistique, par exemple. Il ne faut pas les encourager, mais si on adopte ce regard tolérant, je pense que les apprenants seront plus à l'aise quand ils expriment. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Et oui, je pense que c'est là. Merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir fait attention à ça. Merci beaucoup, Harini. C'était super, la petite présentation et les questions. Hein? Comme ça, même les professeurs, nous aussi, on a pu participer à ta petite présentation. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça va les participants? Ça va toujours? Vous avez des questions pour Harini? Si oui, n'hésitez pas à les écrire ou vous pouvez bien sûr couper le micro et parler. Oui, tout à fait. Sinon, c'était comment ces deux parties de notre séance de retour? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je partage mes idées, hein. Je dis voilà, c'était super, nana, et après, oui, vous aussi, vous pouvez partager. Merci bien. Merci beaucoup. Moi, je trouvais que ça donnait plein de pistes sur plein de sujets différents. C'était vraiment bien condensé. J'ai pris plein de notes, donc c'était très clair et très concis. Donc, ouais, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup éclairé sur les deux parties. C'était très intéressant. Donc, merci encore. Merci, Christelle. Oui, mais moi, j'ai pris de notes, hein, moi aussi. Ok, oui. Non, pas de questions. Tout était clair. Super, alors. Bon, alors, si personne n'a de questions, moi, ma première impression, c'est que ce sont deux présentations qui soulèvent énormément de questions. Et je pense qu'il faut peut-être les digérer pour pouvoir poser des questions. C'est possible aussi, hein. Parfois, on a besoin de temps pour absorber tout ce qui a été transmis. En tout cas, mon retour à moi, c'est effectivement merci énormément à vous deux parce que ce sont des présentations qui sont très, très riches et qui permettent d'ouvrir différentes perspectives et de réfléchir à son travail en tant qu'enseignant. Donc voilà, pour moi, pour Nika, je voudrais vous remercier d'avoir partagé une approche qui était particulièrement large de la thématique de l'enseignement au public adolescent, qui permet donc de questionner sa propre posture en tant qu'enseignant et en analysant le public apprenant plutôt qu'en le subissant. Voilà, pour moi, il y a une valeur ajoutée très, très importante ici qui donne comme ça cette autonomie aux professeurs. Et Harini, merci pour une approche très interactive et positive du CECRL qui met en avant effectivement la méthode actionnelle qui est, à mon sens, une très, très bonne introduction à la formation d'habilitation d'examinateurs d'ELF-DALF, parce que ce sont des choses qu'on voit sans toutefois revenir sur la méthode actionnelle, etc. Donc, ce que je comprends, c'est que
la formation que vous avez suivie, elle est très utile avant de devenir examinateur d'ELF-DALF. Je note votre appel à la traduction en singalais et du CECRL. C'est un défi, alors c'est un petit clin d'œil et en même temps c'est un défi qui s'inscrit tout à fait dans le cadre des projets qu'on pourrait imaginer à partir de 2022. Donc voilà, s'il y a des preneurs, n'hésitez pas à vous faire connaître. On ne sait jamais, hein. Ce genre de projet naît d'initiatives comme ça, un peu parfois complètement spontanées et ça peut être rigolo de s'orienter là-dessus. Donc, merci encore une fois à toutes les deux. Si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Shemara, je vous laisse clore cette session de formation. Mais félicitations, c'était vraiment très, très riche, très instructif et merci encore de votre bonne volonté. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci. Oui, ok. Donc, oui, si vous n'avez pas de questions, je vois des messages dans le chat. Je dis merci beaucoup. Merci tout le monde, c'est sympa. Ok, donc oui, on arrive à la fin de la séance de retour. Donc, je remercie à notre équipe qui est ici avec nous et merci beaucoup Sarah. Et merci pour Nika, Harini. C'était vraiment un plaisir que tous ces échanges entre équipes. Ça, c'est très sympa. Donc, merci encore une fois. Ok, donc de cette façon, on s'arrête là, on termine la séance. Donc, merci et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.